Bonsoir et bienvenue dans Santé d'abord, l'émission qui vous apporte des conseils pour demeurer en bonne santé. Au programme de cette édition, gros plat sur la santé du cœur. Comment détecter les maladies qui peuvent l'affecter et mieux les prévenir. Un spécialiste nous aidera également à mieux choisir les aliments pour protéger notre cœur. Mais tout cela, c'est après la rubrique On est en forme. Une accouchée qui vient d'accoucher, comme on le dit, c'est déjà une bonne nouvelle pour la famille. C'est la famille qui est toute contente parce qu'on accueille un nouveau-né dans la famille. Il faut que ce nouveau-né soit bien entretenu. Et pour qu'il soit bien entretenu, il faut que la femme qui vient d'accoucher soit en bonne santé. Donc, il faudrait que la femme ne se néglige pas, elle doit continuer. Donc, c'est suivi au lieu où elle a accouché, puisqu'il y a des rendez-vous, notamment 2 rendez-vous postnatales que nous donnons donc aux femmes qui ont accouché. Et à ces rendez-vous, il faut que la femme aussi surveille sa tension artérielle, c'est constante en général, pour voir s'il n'y a pas d'autres complications. Qui, après accouchement, doit surveiller sa garniture, voir si elle ne saigne pas de trop. Si elle saigne de trop, il faut qu'elle retourne à l'hôpital pour voir s'il y a un problème ou si elle remarque que sa vulve est souillée, c'est-à-dire que les lochies qui sont des saignements qui sortent après l'accouchement, si elle remarque que ces lochies, on commence par sentir mauvais, il faudrait qu'elle retourne donc à l'hôpital, très important. Il faut également qu'elle entretienne ses seins, parce que les seins sont très importants. Si elle remarque que les seins sont engorgés, il faudrait qu'elle puisse s'approcher donc d'un personnel médical ou utiliser donc un linge pour pouvoir vider donc le sein et éviter donc que cet engorgement ne crée d'autres complications chez elle. Il faut qu'elle puisse marcher parce que la marche est un excellent moyen pour garder la ligne aussitôt possible. Il faut qu'elle soit soutenue par son mari et par sa famille pour qu'elle ne connaisse pas ce que nous appelons la dépression du postpartum. L'eau chaude, l'eau tiède, ça peut se prendre, mais l'eau froide n'est pas conseillée. Déjà à la maternité, après l'accouchement, nous veillons à ce que les heures qui suivent l'accouchement, qu'il y ait un suivi approprié pour qu'il n'y ait pas de complications. Parmi donc ces complications, vous avez l'hémorragie de la délivrance, des complications qui peuvent être liées à l'allaitement. C'est pour cela que nous apprenons donc aux femmes la bonne tenue au sein de l'enfant. On peut avoir des complications au niveau des membres inférieurs qu'on appelle des complications thromboemboliques. Ce sont des petits cailloux qui quittent donc les membres inférieurs, qui peuvent migrer dans le sang. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'après accouchement, on demande aux femmes de se lever, de déambuler. Après l'accouchement, il y a des sécrétions qui sortent que nous qualifions de lochies. Et donc, il faut que la femme qui vient d'accoucher veille à ce que la vulve soit propre, sinon ces lochies peuvent s'infecter et ça peut créer également des infections au niveau des organes génitaux internes. Il faudrait que les femmes le sachent, que ce n'est pas important de se mettre sous une quelconque vapeur pour pouvoir cicatriser la plaie parce qu'on a fait un accouchement. Il y a des femmes qui, après accouchement, ont bénéficié de ce que nous appelons les épisiotomies. Ce sont des déchirures, des petites déchirures au niveau du vagin pour permettre donc la sortie de la tête du fœtus au moment donc de l'accouchement. Donc on fait des nœuds de suture là-dessus. Alors quand la femme se met donc sous la vapeur, ce qui risque donc d'arriver, c'est que ces fils se rompent et cela rend encore la plaie qui a été suturée. Et donc cela fragilise donc la cicatrisation et cela peut occasionner même plus tard des douleurs au moment donc des rapports sexuels chez ces femmes-là. Il faut que la femme pose la bonne question à la sage-femme, c'est-à-dire en matière de méthode contraceptive. Si vous n'avez pas opté pour une méthode contraceptive après l'accouchement et que vous faites les rapports sexuels non protégés avec votre conjoint, vous pouvez tomber enceinte. Il est important pour toute femme qui vient d'accoucher de faire un suivi avec un kiné pour faire ce qu'on appelle la rééducation du périnée. Généralement, les gens vont remarquer qu'en prenant de la bière, que ça produit du lait. C'est vrai que la bière non alcoolisée, bien sûr, parce qu'il y a des études qui ont été claires là-dessus, que quand on consomme de la bière non alcoolisée, cela augmente la production donc, de lait au niveau donc, des seins des femmes qui viennent d'accoucher. Pourquoi? C'est à cause de la composition des constituants qui se trouvent dans la bière, puisque la bière est constituée donc, de farine de malt, voilà, donc, qui favorise en fait la production donc, de lait. Et pour finir, il faut que ces femmes sachent que après l'accouchement, il n'est pas, parce qu'après l'accouchement, ce que nous remarquons, c'est que les femmes sont tellement focalisées sur leur enfant qu'elles négligent donc le premier gros bébé qui est leur mari. Donc il faut, pour avoir
une bonne entente familiale, il faudrait qu'elles pensent toujours donc à leur mari. Infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire, ce ne sont là que quelques-unes des maladies dont souffrent assez souvent nos cœurs. Première cause de mortalité dans le monde, les maladies cardiovasculaires tuent environ 18 millions de personnes chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Comment donc prendre soin de cet organe vital qu'est le cœur? Comment prévenir les maladies cardiovasculaires? Quels aliments et quels comportements adopter ou bannir de notre quotidien pour la santé de notre cœur? Ce sont là autant de questions auxquelles nous aurons des réponses ce soir avec notre spécialiste. Merci de répondre à ce rendez-vous de votre santé. Et pour parler de la santé du cœur, je suis au plateau ce soir avec Dr Messanvi Aloumon. Il est cardiologue et secrétaire général de la Société de cardiologie du Togo. Docteur Aloumon, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir parler du cœur à la population. Et avec vous, nous allons justement parler de cet organe vital de notre organisme parce que, comme on le dit souvent, quand le cœur s'arrête, tout s'arrête, n'est-ce pas? Effectivement, quand le cœur s'arrête, tout s'arrête. D'accord. Quelles sont, à votre avis, les maladies cardiovasculaires les plus courantes? Quelles en sont les causes et comment les prévenir? Pour avoir des réponses à ces questions, Rita Wassi est allée à la rencontre de quelques hommes et femmes qui ont bien voulu ou qui ont accepté donner leur avis sur ces questions. La seule maladie que je connais du cœur, c'est le cancer du cœur. J'en connais pas beaucoup, mais les crises cardiaques, le gros cœur qui a aussi une malformation, voilà. C'est tout ce que je peux citer. J'en connais pas beaucoup, mais je peux parler du gros cœur ou l'hypertrophie du cœur. Il y a l'hypertension artérielle, il y a le cancer du cœur, il y a, on peut également citer le gros cœur ou l'hypertrophie du cœur. Les maladies du cœur que je connais, je dirais l'insuffisance cardiaque. Je n'en maîtrise pas trop, mais c'est ça a priori dont j'entends parler, hein. Alors, le cœur joue un rôle principal. Le cœur pompe le sang, aspire et puis rejette le sang. Quand on a du mal à respirer, quand on sent peut-être de la douleur dans le cœur, c'est peut-être des symptômes d'une maladie du cœur. Généralement, les maladies du cœur sont causées par le stress, les soucis, des fois par l'alimentation, je crois. Il y a l'alimentation, ce que nous consommons aujourd'hui, qui n'est pas forcément sain. Donc, je pense que ça favorise également le risque du cancer du cœur et plusieurs autres maladies liées au cœur. Le gros cœur, d'abord, ça peut être une résultante de l'alimentation. Ça peut venir de ce que nous mangeons. Ça peut venir également, ça peut être issu d'une malformation. Également, c'est une résultante, bien une cause d'autres maladies du cœur, qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui peut favoriser? Je prendrais le fait d'être en colère, souvent en colère, d'être vraiment sous pression, d'être stressé. Voilà. Le fait de manger trop huileux, trop salé, ça peut également agir sur le cœur. Je sais quand même que toutes les maladies proviennent en partie de l'alimentation et du manque d'activité sportive. Est-ce qu'on peut éviter les maladies du cœur en faisant attention à notre alimentation, en faisant du sport aussi, parce que c'est également très important, ça permet d'être en bonne santé, et suivre également les conseils des médecins. Pour les éviter, j'en ai aucune idée. Franchement, j'en ai aucune idée. Par exemple, si je prends le gros cœur, il y a des opérations qui se font pour les guérir, suivies de certaines prises de médicaments. Pour les crises cardiaques, je crois qu'avec la consultation des médecins et avec beaucoup de conseils, on peut diminuer les risques, mais pas totalement guérir quand même. Il faut beaucoup être plus regardant vers ce que nous mangeons, prendre soin de ce que nous mangeons, savoir quoi manger, manger équilibré surtout. Non, je pense qu'il faudrait aller à l'hôpital. Il faudrait consulter un spécialiste
du domaine cardiaque et puis prendre les mesures qu'il faut. Peut-être avec les produits, avec les traitements, mais vraiment se faire suivre pour guérir de ça. Comment éviter que le cœur soit malade? Je pense que ça commence également par une gestion mentale, c'est-à-dire une gestion de ses émotions, une gestion également de son environnement, une gestion de son alimentation. Fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi avec moi le point de vue des interviewés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont en partie raison, mais je vois qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de sensibilisation qu'il faudrait faire pour qu'on puisse expliquer les maladies cardiovasculaires et essayer de mieux en connaître. Le cœur, cet organe important, vital de l'organisme, il y a un interviewé qui a dit que le cœur pompe le sang. Quels sont les autres rôles du cœur? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur fait partie des organes nobles de l'organisme et le cœur fait partie également d'un système qu'on appelle le système cardiovasculaire parce que le cœur n'est pas isolé, il est connecté à des vaisseaux et donc ça fait un système cardiovasculaire et qui permet de nourrir, d'apporter du sang, de l'oxygène et des nutriments aux muscles. Partout où il y a muscle, vous devez avoir un vaisseau qui lui apporte de nutriments. Et donc, comme le téléspectateur l'avait dit, oui, effectivement, le cœur se comporte comme une pompe qui propulse le sang dans des tuyaux de distribution. Donc, ce système cardiovasculaire peut être comparable à un château d'eau où on a le château et on a les tuyaux de distribution de l'eau dans la ville. Donc, c'est effectivement en partie la même chose. Le cœur est une pompe et un réservoir qui stocke le sang et le propulse lors de ses contractions dans le tuyau principal qu'on appelle l'aorte, qui maintenant va distribuer ce sang dans tout l'organisme pour pouvoir apporter l'oxygène et les nutriments aux muscles pour leur travail. Mais vous, en tant que spécialiste, dites-nous quelles sont ces maladies qui peuvent simplement atteindre le cœur? Il y a deux grands volets. Il y a les maladies liées au cœur lui-même, qui sont les maladies cardiaques, et les maladies qui touchent les vaisseaux. Et une atteinte du cœur va rejaillir sur les vaisseaux, ainsi qu'une atteinte des vaisseaux va rejaillir sur le cœur. C'est pour ça que les deux sont liés. Il faut rappeler que le cœur est composé de 3 couches. Il y a le muscle cardiaque qu'on appelle le myocarde. Il y a la couche externe qu'on appelle le péricarde. Et puis, il y a la couche interne qu'on appelle l'endocarde. Et ces différentes 3 couches peuvent être atteintes d'une maladie. Et donc, nous pouvons avoir des atteintes du myocarde comme les myocardites, les atteintes du péricarde comme la péricardite et les atteintes de l'endocarde que constituent les endocardites. En dehors de ça, nous avons les atteintes au niveau des tuyaux, que sont les tuyaux peuvent être obstrués par un caillot, donc les thromboembolies. Dans le cas de l'embolie pulmonaire. Embolie pulmonaire au niveau des veines et des veines pulmonaires et les embolies artérielles au niveau des artères. Nous avons l'hypertension artérielle qui est une maladie vasculaire et qui a une grande répercussion sur le moteur qui est le cœur. En dehors de ça, nous pouvons avoir d'autres maladies, les maladies infectieuses qui peuvent également atteindre le cœur. Comme quelqu'un l'a suggéré, il y a aussi les tumeurs du cœur, mais qui sont des maladies très très rares. Et enfin, nous avons les maladies congénitales, les cardiopathies congénitales. C'est une malformation au niveau du cœur depuis le ventre de la maman. Et donc, l'enfant est né avec une malformation au niveau du cœur. Et parmi toutes ces maladies que vous venez de citer, quelles sont les plus fréquentes ici chez nous? La plus grande pathologie, c'est l'hypertension artérielle. Et cette pathologie a vraiment de connexions que ça entraîne plusieurs complications. Et c'est ces complications qui sont à la base du décès le plus souvent. Nous avons les cardiomyopathies dilatées, communément appelées gros cœur, qui s'expriment par ce qu'on appelle insuffisance cardiaque avec ces complications. Nous avons également les troubles du rythme parce que le cœur a des contractions régulières. Ces contractions sont ordonnées par le système nerveux et ce système nerveux également peut être touché. Donc, nous avons les troubles de rythme et les troubles de conduction de l'influx nerveux
également qui peuvent atteindre le cœur. Les maladies cardiovasculaires constituent aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Est-ce que vous avez quelques chiffres pour nous donner une idée plus ou moins claire de la situation ici au Togo? Oui, je vais me baser sur plusieurs études, dont la principale a été effectuée en 2021. Il s'agit de l'étude STEP, réalisée par le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, qui est une division du ministère de la Santé. Donc, selon ce programme, aujourd'hui, l'hypertension artérielle touche environ 28% de la population adulte. Au Togo également, nous avons déjà franchi le cap de la transition épidémique et les maladies cardiovasculaires aujourd'hui constituent la première cause de mortalité, surtout dans nos hôpitaux. Et il faut noter qu'ici, on a un problème pour recueillir les données parce qu'il y a parfois des décès à domicile où on n'arrive pas à les comptabiliser et à savoir exactement ce qu'il y a. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires prennent le pas sur les maladies infectieuses. Et le diabète touche également 5% environ de la population adulte au Togo. Et il faut savoir que le diabète aussi agit au niveau des vaisseaux, détruit les vaisseaux et donc fait partie de l'une des causes des maladies cardiovasculaires. Le diabète, qui est une maladie présente ici chez nous, qui constitue une cause, nos interviewés aussi avaient cité quelques causes. Les causes alimentaires, le manque d'activité physique. Et vous l'avez dit aussi, quand vous présentiez les maladies, il y a aussi des causes congénitales. Quelles sont les autres causes des maladies cardiovasculaires? Il n'y a pas une cause unique. Nous parlons souvent de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est une association de facteurs qui vont aboutir à cette maladie. Ça fait des prédispositions. Des prédispositions. Et donc, ces prédispositions, on peut les scinder en deux groupes. Il y a les facteurs non modifiables, on ne peut pas agir sur ça. Et il y a les facteurs de risque modifiables. Donc, parmi les facteurs de risque non modifiables, nous avons l'âge. Plus on vieillit, plus on est prédisposé à faire des maladies cardiovasculaires. Nous avons le sexe. Par exemple, la femme est protégée jusqu'à la ménopause par les hormones. Et après la ménopause, les femmes sont beaucoup plus exposées aux maladies cardiovasculaires que les hommes. Et nous avons l'hérédité. Il y a certaines familles, on voit que de grand-père en père et en fils, on a une succession d'événements cardiovasculaires ou de maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, le diabète. Maintenant, il y a les causes modifiables sur lesquelles on peut agir. Et c'est ça notre combat aujourd'hui, c'est de pouvoir modifier ces causes, de pouvoir aider à ce que la population puisse faire attention à ces facteurs-là. Et donc, le premier facteur, nous avons l'hypertension artérielle, qui est une maladie et en même temps qui est un gros facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Nous avons l'obésité. Aujourd'hui, dans l'étude STEP qui a été réalisée en 2021, il est montré que 31% des Togolais sont en surpoids. Nous avons la sédentarité. Aujourd'hui, nous bougeons de moins en moins. Et nous faisons moins d'activité physique. Donc, il y a l'alimentation. Nous consommons trop de sel. Nous consommons trop de gras et nous consommons trop sucré également. Environ 5% des Togolais fument de la cigarette et 30% environ font ce qu'on appelle le tabagisme passif. C'est-à-dire ils ne fument pas, mais ils inhalent la fumée de la cigarette. Et maintenant, il y a la consommation d'alcool qui augmente et surtout des boissons énergisantes qui ont un effet délétère avec le temps sur le cœur. Donc, voilà en gros des facteurs de risque modifiables sur lesquels on peut agir. Il y a aussi des facteurs congénitaux chez les enfants. Qu'est-ce qui peut être à la base de ces maladies cardiovasculaires chez les enfants? Il faut noter que les maladies congénitales peuvent s'exprimer déjà dès la naissance ou parfois certaines peuvent attendre quelques années avant de s'exprimer. Donc, et c'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé ces maladies-là ou bien on les a pas dépistées à la naissance et que c'est arrivé autour du bout de 5 ans, 6 ans que ce n'est pas une maladie congénitale. Chez les enfants,
la principale cause, ce sont les infections. Nous avons les myocardites infectieuses, les rhumatismes articulaires qui, avec le temps, agissent au niveau du cœur, mordent les valves au niveau du cœur et laissent des trous pour donner des endocardites. Donc, c'est surtout les causes infectieuses chez les enfants. Il y a les causes nutritionnelles également chez certains enfants dénutris. On peut avoir des cardiopathies, des maladies cardiaques liées à ces déficits nutritionnels. Selon M. Bessi, ces problèmes cardiovasculaires ont commencé avec un mal dans le dos, puis des troubles abdominaux. S'en est suivi des œdèmes au niveau des pieds et des testicules. Après plusieurs analyses, il a été révélé qu'il souffrait du gros cœur. Quelle est la démarche thérapeutique suivie? Comment se sent-il aujourd'hui? Il a accepté partager son histoire avec nous. Au début, on ne savait pas que c'était un problème de cœur. Et ça a débuté avec une douleur au dos, au milieu des deux omoplates. Et la douleur a persisté pendant un mois. Et dans les un mois, j'étais souvent malade. On disait à ce moment que c'était juste c'était juste le paludisme. C'était les symptômes du paludisme, ou bien c'était juste une courbature, ou bien une déchirure musculaire. Et quand j'étais parti à l'hôpital, on m'a prescrit des médicaments que j'ai pris. Et après, on se disait que bon, c'est l'ulcère. Rapidement, j'étais allé encore prendre des médicaments de l'ulcère. Après quelques mois, la maladie continue pas à me déranger. Et c'est par un ami qui est venu me voir à la maison. Il m'a dit, bon, il serait mieux d'aller à l'hôpital pour voir, pour voir même de quoi je souffre. Et c'est par là, quand nous étions allés à l'hôpital, le docteur nous a demandé quelques analyses. Et après avoir fait les analyses, donc le docteur m'a dit que c'est mon foie qui ne fonctionnait pas correctement, raison pour laquelle je n'arrive pas à aller au sel. Et lorsque le traitement est terminé, mes deux pieds se sont enflés. Et après, mon testicule est enflé. Quand j'étais retourné chez le docteur, il m'a dit non, c'est pas possible. Là, il ne comprend pas ce qui m'arrive. C'est pas possible. Donc, il m'a prescrit des médicaments. Malgré que je prends les médicaments, mes deux pieds continuent toujours pas s'enfler avec les testicules. Je ne fume pas, je ne dors pas la nuit. La nuit, déjà à partir de minuit, je commence pas à m'essouffler. Et quand l'essoufflement commence, je suis obligé de venir rester dehors pour pouvoir bien respirer. Et dès que je suis allé à l'hôpital pour une deuxième fois, ma tension était élevée. C'était à 19 quelque chose. C'est là où le médecin a dit, bon, il va falloir que je consulte un cardiologue pour voir si mon cœur fonctionne normalement. Et c'est par ce médecin que je suis venu voir le cardiologue. Et quand j'étais là, on m'a dit que on a fait des analyses. Après les analyses, on a fait de l'échographie du cœur. Et c'est par là que le docteur, le cardiologue, m'a dit que mon cœur est enflé, que je souffre de la maladie communément appelée gros cœur. Donc, il va falloir que je sois sous traitement pendant au moins 3 à 6 mois pour voir l'évolution du cœur. Je dors bien. Bon, la nuit, l'essoufflement, tout ça là, ça a cessé. Les pieds aussi, le pied est revenu à la normale. Les testicules, tout est revenu à la normale. Fidèles téléspectateurs, nous voici de retour au plateau. Docteur Aloumon, Monsieur Gbessi, qui est votre patient, pour quelqu'un qui ne boit pas, pour quelqu'un qui ne fume pas, pour un jeune adulte, comment comprendre tout cela? Son cas, c'était l'hypertension artérielle qui est à la base de tout ça. Le mal au dos, tel qu'il est dit vers l'omoplate, c'était des sensations de tout, bien des douleurs au niveau de la poitrine qui ressortaient un peu au niveau de l'omoplate. Et puis les troubles digestifs devaient être liés à la baisse du fonctionnement du cœur. Donc le cœur n'arrive pas
envoyer assez de sang au niveau du tube digestif pour pouvoir avoir assez d'énergie pour travailler. Donc, c'est ça qui a entraîné probablement les troubles digestifs qu'il a eu. Mais les autres signes sont des signes classiques liés à un problème cardiaque, l'essoufflement. Hein. C'est souvent le premier des signes. Il y a la toux. Parfois, ça peut être une simple toux nocturne. Dès que la personne se couche, il tousse et il s'asseye, la toux se calme. Hein? Vous pouvez avoir les œdèmes au niveau des pieds. Parfois, ces œdèmes peuvent, quand ça traîne, ça peut remonter jusqu'au niveau des bourses et au niveau de l'abdomen également, hein, pour constituer une ascite au niveau de l'abdomen. Vous pouvez ressentir des palpitations. Vous avez l'impression, ou bien effectivement, vous sentez que votre cœur court, ça bat plus fort et plus vite. Et parfois, ça bat de façon saccadée. Vous-même, vous pouvez le constater. Parfois, vous pouvez avoir des douleurs au niveau de la poitrine. Et dès que vous faites un petit effort, vous avez mal au cœur et vous arrêtez, la douleur aussi s'arrête. Donc, voilà les principaux signes, hein, des manifestations cardiovasculaires. On peut également avoir la syncope, la perte de connaissance qui peut être brève ou de durée relativement courte et qui peut également alerter. Parmi tous ces symptômes, quel est le maître symptôme? Quel est le symptôme le plus fréquent qui doit vraiment nous faire tiquer? Tous les symptômes doivent vous faire tiquer. Tous les symptômes doivent vous faire tiquer. Le plus fréquent, c'est l'essoufflement à l'effort. Hein? Avant, vous pouvez monter votre escalier tranquillement et maintenant, vous voyez que quand vous montez votre escalier, vous n'arrivez plus. Vous êtes soit obligé de s'arrêter en chemin ou bien lorsque vous arrivez au niveau du palier de reposoir, vous êtes obligé de s'arrêter, de patienter un peu plus longtemps avant de continuer votre chemin. Donc, il y a l'essoufflement, mais parfois, tout ça là peut vous manquer. Vous pouvez juste avoir, comme je l'ai dit, une perte de connaissance brève, passer inaperçue, et c'est après quelques jours et autres là que les autres signes vont venir, vont apparaître. Donc, les signes sont individuels, mais en gros, il y a 6 gros signes. Quand vous en avez l'un, il faut vraiment s'assurer que c'est pas quelque chose de grave, que de rester et dire que c'est rien. D'accord. Les signes qui doivent nous alerter, mais les maladies cardiovasculaires, elles peuvent se compliquer. Effectivement. Et dans quel cas? Ce qui est intéressant, c'est que les complications de maladies cardiovasculaires peuvent elles-mêmes se compliquer. Donc, les complications peuvent se compliquer. Peuvent se compliquer. Et donc, nous avons quelles sont d'abord ces complications? Donc, la première complication, quand on parle d'infarctus du myocarde, c'est une complication de maladie cardiovasculaire. C'est ça, nous appelons crise cardiaque? C'est ça, on appelle crise cardiaque. Donc, cette crise cardiaque, cet infarctus peuvent lui-même se compliquer. Nous avons les complications hémodynamiques, c'est-à-dire vous pouvez faire une hypotension, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, donc le cœur n'arrive pas à bien pomper, et donc c'est là où on aura les œdèmes, l'essoufflement, donc ce sont les complications hémodynamiques. Vous pouvez avoir les complications thromboemboliques, hein, le fait que le sang se stagne au niveau du cœur, ça ne circule pas bien, ça va se coaguler et former des caillots au niveau à l'intérieur du cœur. Ces caillots peuvent aller au niveau du cerveau et vous donner un accident vasculaire cérébral ischémique, ou bien au niveau des poumons pour vous donner une embolie pulmonaire, ou bien même au niveau du système circulatoire général pour nous donner par exemple un infarctus au niveau rénal, pour vous donner une gangrène au niveau du pied. Voilà un peu les grandes complications, hein, liées aux maladies cardiovasculaires. Et la complication ultime, c'est l'arrêt cardiaque. Vous pouvez faire un arrêt cardiaque si vous avez la chance que vous en avez quelqu'un, un réanimateur ou quelqu'un qui maîtrise les gestes d'urgence. Vous pouvez être ressuscité et sauvé. Et après, on va checker cet arrêt cardiaque. Si vous n'avez pas la chance, ça peut être votre dernier arrêt. Et donc, c'est la complication ultime. Et donc, ces complications qui peuvent se compliquer, quand vous étiez en train de nous les expliquer, qui peuvent conduire, par exemple, à une insuffisance rénale, n'est-ce pas?
Oui, d'abord, si je prends l'hypertension artérielle peut donner des complications au niveau rénal, une insuffisance rénale. Mais par contre, également, on peut avoir une embolie rénale, donc une cardiomyopathie avec formation de caillots à l'intérieur, donc ça fait une complication qui peut envoyer une embolie au niveau de l'artère rénale et boucher l'artère et entraîner un infarctus rénal. Ou bien envoyer le caillot là au niveau cérébral, entraîner un AVC ischémique. Là, on parle d'accident vasculaire cérébral cardio-embolique, parce que là, le caillot vient du cœur. Mais par contre, l'hypertension en lui-même peut entraîner des lésions au niveau des vaisseaux du cerveau directement et entraîner également un accident vasculaire cérébral ischémique. Et là, c'est lié à l'athérosclérose. Donc, vous voyez, donc les complications peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre. Alors, il est alors important de tout faire pour ne pas arriver à l'hypertension artérielle. À l'hypertension artérielle ou aux complications de l'hypertension artérielle. Alors, ces maladies cardiovasculaires peuvent-elles agir sur la libido? Oui. Oui. La première cause de dysfonction érectile, de faiblesse sexuelle dans le terme général, nous avons les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle ou le diabète ou leurs complications. Et donc, lorsque nos hommes souffrent de libido, de problèmes... Parfois, ça peut être le signe révélateur de l'hypertension artérielle chez certains. Donc, c'est important d'aller checker son cœur, si tout va bien. Effectivement. D'accord. Très important. D'accord. Et vous allez voir la majorité des cardios, si les hommes qui vont en consultation peuvent le reconnaître, ils vont voir que quand ils sont hyper tendus ou bien ils sont sous traitement, souvent les cardios leur demandent si ça marche. Si leur troisième pied, ça marche bien, s'ils ont des problèmes, parce que c'est important pour le traitement, c'est important pour la vie sociale et familiale de la personne. Également, ça nous donne une idée des signes des atteintes précoces au niveau des vaisseaux. Notre ami a parlé d'échographie. Comment vous posez le diagnostic de tous ces problèmes cardiovasculaires que vous venez de nous citer? L'échographie n'est que en dernière position. Tout part d'abord de l'examen et parfois de simples gestes. Comme il a dit, il a fallu qu'on lui prenne la tension après des mois et qu'on constate que sa pression artérielle est élevée. Et ça, c'est le premier geste qui ne coûte pas grand-chose. Attention, la pression artérielle, prise de la pression artérielle, tout le monde, tout âgé de plus de 18 ans doit le faire. Au moins 2 fois dans l'année, tous les 6 mois. Le deuxième, c'est de contrôler sa glycémie. Et après, faire l'électrocardiogramme qui permet d'avoir une première idée sur l'activité électrique du cœur et ensuite aboutir à l'échographie cardiaque pour confirmer nos hypothèses diagnostiques après l'examen physique et le CG. Quand faut-il agir en urgence, docteur Albou? Lorsqu'on est devant une urgence, il faut agir en urgence. Et l'urgence, c'est quoi? C'est les insuffisances cardiaques, surtout dans sa forme aiguë, qu'on appelle l'œdème aigu du poumon, qui peut être très fatal. Lorsqu'on est devant un infarctus du myocarde, lorsqu'on est devant une insuffisance rénale aiguë, ça c'est des urgences que nous connaissons, mais également c'est de devancer ces urgences-là en prenant soin de l'hypertension artérielle, du diabète et autres. Donc, l'urgence pour moi, lorsqu'on a une pression artérielle élevée, il faut commencer par traiter pour ne pas aboutir aux complications de l'hypertension artérielle. Lorsqu'on a un diabète ou une glycémie élevée, il faut commencer la prise en charge rapidement pour ne pas aboutir aux complications liées au diabète. Et justement, quelle est la démarche thérapeutique? Monsieur Bessi, lui, a parlé d'un traitement purement médical. Ça dépend de la pathologie. C'est un traitement médical, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque. Et il y a d'autres pathologies, on peut aller à l'intervention. Donc, on parle de cardiologie interventionnelle. Lorsqu'il s'agit d'aller rapidement déboucher un tuyau qui est bouché au niveau du cœur. Aujourd'hui, le plateau technique au niveau de Lomé
est assez relevé pour rapidement effectuer ces genres d'interventions rapides pour pouvoir sauver le cœur. Lorsqu'on a des troubles de rythme ou de troubles de conduction, on peut arriver à mettre des pacemakers. Donc, il faut intervenir. Là, c'est des interventions, pas de grosses interventions, mais des interventions quand même qu'il faut faire. Et parfois, on peut aller jusqu'à faire un pontage au niveau de l'aorte ou bien même faire une embolectomie au niveau du pied. Lorsqu'un caillot bouche les artères, il faut aller vite, sinon on va aboutir à une amputation. Donc, il faut aller enlever ce caillot-là. Et la prise en charge est-elle la même lorsqu'il s'agit aussi des enfants? Si l'enfant a le même problème que l'adulte, donc on va utiliser le même traitement. Peut-être c'est le matériel qui va être adapté à l'enfant. Dans les cardiopathies congénitales, c'est beaucoup plus chirurgical. Il y en a quelques-uns lorsque c'est pas sévère, on surveille. Mais lorsque c'est important, il faut aller fermer, sinon avec le temps, ça va agir sur le fonctionnement du cœur et on ne peut plus rien faire. Donc ça, c'est des interventions. Il y en a deux types. On peut en faire à cœur fermé ou bien à cœur ouvert. Donc voilà, au niveau des enfants, c'est ce qui se fait. Et maintenant, si c'est des myocardites et autres, ça c'est des traitements médicamenteux. Si c'est infectieux, c'est des traitements médicamenteux, en plus des mesures d'hygiène. Et quelles sont les chances de guérison lorsqu'on souffre de toutes ces maladies cardiovasculaires? D'abord, moi, je ne vais pas parler de guérison, je vais parler de stabilité et de contrôle. Et c'est rare qu'on guérisse les maladies cardiovasculaires, mais on peut les stabiliser, les contrôler, les équilibrer. Donc le mieux, c'est de les éviter. Le mieux, c'est de les éviter ou bien de les prévenir. Et comment justement les prévenir, Dr. Almond? Les prévenir, on va agir surtout sur les facteurs de risque modifiables. Et donc, dans le premier, c'est l'alimentation. Manger moins gras, moins salé, moins sucré. Donc, éviter les trois choses. Et éviter le tabagisme ou bien l'arrêter si on a déjà commencé. Réduire considérablement l'alcool, réaliser des activités physiques et sportives régulières. Et l'OMS recommande 300 minutes d'activité sportive par semaine. 300 minutes, 300 minutes, vous pouvez faire sur 6 jours, vous pouvez faire, oui, 5 jours. ou 6 jours ou 7 jours, ça dépend de chacun. Souvent, l'OMS a recommandé 1 heure par jour pendant 5 jours, donc ce qui vous fait les 300 minutes. Ou bien vous pouvez en faire sur les 7 jours. Mais l'idéal, c'est de faire 300 minutes au moins par semaine. Lutter contre le stress. Aujourd'hui, le monde est devenu très stressant. Il y a le stress économique, le stress émotionnel, le stress familial, conjugal. Il faut également dormir suffisamment, 6 à 8 heures de sommeil par jour, pour pouvoir laisser le cœur se reposer, laisser le système vasculaire se reposer. Et maintenant, lorsque on est dépisté ou on est diagnostiqué hypertendu, prendre quotidiennement son traitement pour pouvoir maîtriser la pression artérielle. Lorsqu'on a un diabète, il faut équilibrer ce diabète, ramener la glycémie dans la normale, donc prendre des médicaments au quotidien. Lorsqu'on a le taux de cholestérol élevé dans le sang, prendre des médicaments pour réduire ce taux et également adopter une alimentation pour éviter que ce taux-là n'augmente ultérieurement. Donc voilà ce qu'on peut faire pour prévenir ou réduire l'incidence de ces maladies cardiovasculaires. Vous avez déjà eu un événement cardiovasculaire, vous êtes encore à risque de récidive. Ce que je vais ajouter, c'est que parfois, il y a certains de nos patients qui prennent les médicaments, mais malgré les médicaments, leurs pressions artérielles ne sont pas contrôlées. Donc, il faut qu'ils s'approchent d'un médecin pour qu'on contrôle effectivement ces pressions artérielles. À quelle fréquence? Non. Contrôler, c'est-à-dire ramener la pression artérielle à la normale. D'accord. S'ils voient que malgré le traitement, leur pression artérielle reste élevée,
c'est comme s'ils ne font rien. Donc, le traitement qu'ils prennent ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'on revoie le traitement pour pouvoir maîtriser, ramener totalement la pression artérielle dans la norme. Et c'est ça qui peut les protéger des complications. D'accord. Quel est ce dernier message que vous avez à l'endroit de tous ceux qui nous regardent? Aux téléspectateurs qui nous regardent et à toute la population, je vais d'abord leur demander de mieux prendre soin de leur cœur. Et mieux prendre soin de leur cœur, c'est d'abord adopter une bonne hygiène de vie. Pour ceux qui viennent des familles qui ont des pathologies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, le diabète et autres, il faut qu'ils se contrôlent. Si c'est 1 ou 2 fois dans l'année, contrôler leur pression artérielle, contrôler leur glycémie, et au moins 1 fois dans l'année, contrôler leur taux de cholestérol pour savoir s'ils vont dans la zone rouge et s'il faut qu'ils commencent par prendre le traitement. Être à l'écoute de son cœur et consulter au moindre symptôme un médecin généraliste ou un cardiologue pour pouvoir s'assurer que son cœur va bien. Mi va egbia be mia pomposo edi kudo edi be donti eye le nuwa mi be mia kato ne miatɔ be miabe dia mi ɖo ale bene edia mu le asito plenɔ le ne miatɔ gbɔ do na aloa wa eye le benea ŋka mi la wɔ mi la ɖiɖi edze ɖuɖu kpɔtɔ mi la dati cube ɖuɖu mi la ɖiɖi ami be nuwo ɖuɖu kpɔtɔ wa ɖiɖi sukle ɖuɖu kpɔtɔ mianɔ zɔ azɔli sugbɔ mianɔ sport ela miate kame viɖe ela na be mi la zã nene be ami ku énergie o eye amewo ko ŋuti tension be edɔ le alo aɖiɖɔ vivi be doa woale bene woava tike kuhe ɖe le kua dia ɖeke wo ka mi la nyɔ gbɔngbɔn la nɔ tsi ƒo na mi ne mi wɔ nu vi ɖea mi la gbɔngbɔn la ti dzi alo mi la nɔ se miabe dia la nɔ ƒo alo afɔ la te na mi alo mi la nɔ ku kpɛ ne mi mlɔ anyi kpɔa mi la nɔ ku kpɛ mi la fɔ la na anyi keŋgbɔ kpɛ la dze me ne nuwɔ tɔŋgbe ɖe le wɔ mia miate gogo ame ko dɔkitawo alo ame ko kpɔna edi be nya gbɔ ne woakpɔ miabe dia kpɔ ɖa be alo edia ye le ɖo problema alo edia gbɔ ye be soa keŋgbɔ ye ne mianya ɖeke miawɔ ɖoa akpe na mi. Merci à vous, Dr Aloumo. Je rappelle que vous êtes cardiologue et secrétaire général de la Société de cardiologie du Togo, en abrégé SOCAT. Et ce sera avec grand plaisir que nous vous recevrons une prochaine fois sur ce plateau pour d'autres questions liées au cœur, n'est-ce pas? Effectivement, nous sommes toujours disponibles pour éclairer la population sur les maladies cardiovasculaires. Merci de nous le signifier. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. On se retrouve juste après ce jingle pour la dernière partie de cette émission. La santé se trouve dans nos assiettes. Il en va de même lorsqu'il s'agit de préserver la santé de notre cœur, qui nécessite une bonne hygiène de vie et une alimentation équilibrée. Comment alors adapter notre alimentation pour protéger notre cœur? Nous en parlons dans la dernière partie de cette émission avec notre spécialiste, M. Pon Togossi, qui est expert en hygiène alimentaire. Monsieur Togossi, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir également à toute l'audience de la TDT. Merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est toujours un plaisir pour nous. Et ce soir, nous parlons santé, alimentation, du système cardiovasculaire. D'abord, en quoi notre alimentation influe-t-elle notre système cardiovasculaire? Des études ont été faites et ont prouvé que la consommation insuffisante de céréales incomplètes en est à la base pour 20%. La consommation incomplète de fruits et légumes en est à la base pour 12%. La consommation incomplète d'oléagineux en est à la base pour 16%. Et la consommation incomplète en oméga 3 en est aussi à la base pour 10%. Par ailleurs, la consommation excessive de sel et de sucre
en est aussi à la base pour 10%. Il urge donc de mener des actions pour améliorer le style alimentaire, pour espérer contrôler un peu les facteurs de risque pour ces maladies cardiovasculaires. Et justement, quels sont les objectifs d'une amélioration ou bien de l'amélioration de notre alimentation pour notre système cardiovasculaire? Les objectifs spécifiques et surtout diététiques pour le style alimentaire pour les maladies cardiovasculaires vont consister à réduire ou à empêcher la formation de plaques d'athérome. Ce sont ces dépôts de cholestérol et de minéraux qui se forment dans les vaisseaux sanguins et qui réduisent la lumière de nos vaisseaux et aussi surchargent le cœur. On va empêcher la formation de cette plaque-là, plaque d'athérome, qui ne facilite pas la circulation sanguine. Voilà. On va aussi réduire le dépôt de cristaux de mauvais cholestérol, tel que je l'ai dit tantôt, de sucre, de minéraux, de corps gras. Et on va aussi prévenir ainsi le risque d'hypertension artérielle. Et enfin, on va aussi prévenir le risque d'AVC, accident vasculaire cérébral, et les lésions qui pourraient en sortir. Bien s'alimenter pour éviter tous ces problèmes auxquels peuvent être sujets notre cœur. Quand on parle de céréales incomplets, de quoi s'agit-il concrètement? Lorsque nous prenons par exemple le blé, les farines de blé que nous avons sont des farines qui sont issues de blé poli, traité, au point que on a dévitalisé une grande partie de cette céréale. Mais est-ce qu'on peut agir sur la qualité de ces blés, surtout qu'on ne les cultive pas chez nous? Malheureusement, on peut pas agir. Puisque nous consommons beaucoup de pain, beaucoup d'aliments issus de transformation de blé, le blé est aussi incriminé chez nous. Comment régler le problème? Il faut varier les aliments. Lorsque nous prenons par exemple le maïs, nous avons aussi des transformations que nous faisons qui rendent cette céréale de maïs-là incomplète. C'est-à-dire, on fait partie tout le son et on utilise seulement l'amande, alors qu'on a besoin du son, on a besoin de ces fibres-là pour la santé du cœur, pour la santé d'autres organes. Le son, c'est ce que nous enlevons quand nous voulons faire, par exemple, l'aimant. Okay. Voilà. Donc, ce faisant, vous allez faire vite passer le sucre dans le sang. Alors que s'il y avait les fibres avec le glucide que vous envoyez à l'organisme, ces fibres-là vont ralentir le passage du sucre dans le sang. Et donc, ça va empêcher quand même ou bien réduire quand même le risque cardiovasculaire qu'on va avoir. Et c'est aussi pareil pour le riz, où on a du riz poli sur le marché, alors qu'on a plus besoin de riz non transformé à cette étape-là. Donc, les céréales que nous avons, on a plus besoin de consommer des céréales complètes. Vous prenez les oléagineux, arachides, le goussi, le soja, tout ce qui peut nous donner un peu d'huile, c'est bon pour le cœur. Mais on a constaté qu'il y a une consommation insuffisante de ces types d'aliments. L'avocat, par exemple, on n'en consomme pas assez. Les fruits, beaucoup de nos Togolais ne consomment pas de fruits. Et quels sont ces fruits qui sont aussi bons pour le corps? Les fruits de saison. Tous les fruits. N'importe quel fruit qui va avec vous. Les aliments privilégiés. Au niveau des protéines, consommer de la viande blanche, la viande de poulet, de lapin. Tout ce qui est viande rouge, il faut faire vraiment attention à cause de plusieurs risques. On va préférer le poisson. On ne va pas prendre du poisson trop gras. On ne va pas prendre du poisson qui va encore nous apporter beaucoup de graisse et qui pourrait aussi constituer des sources de plaques d'athérome. On va consommer les légumes, boma, aloma, moringa, esro, yanto. Tout ça, ça passe. Tomates, carottes, betteraves, gingembre. On va aussi associer ces légumes-là pour assaisonner nos repas. Pour les assaisonnements,
beaucoup plus avancé, il faut en lieu et place du cube utiliser de la moutarde. La moutarde de chez nous. La moutarde voilà, locale, à base de graines de néré. Il faut préférer ce genre d'assaisonnement. Il faut utiliser les huiles qui sont moins riches en acides gras saturés. Ça fait huile d'arachide. Pressée à froid. Pressée à froid, surtout. Huile de coulis-coulis. Il faut préférer l'huile de sésame, par exemple, si vous en trouvez. Et huile de goussi aussi, ça passe. Huile d'olive aussi, ça passe. À défaut de ces huiles-là que je viens de citer, si vous trouvez l'huile rouge ou bien l'huile de noix de palme, aussi ça passe. Mais pas l'huile de noix de coco. Je vous en prie. Pas d'huile de noix de coco pour la santé du cœur et des vaisseaux. Lorsque vous arrivez à faire cette petite hygiène alimentaire, vous allez assainir les vaisseaux sanguins, vous allez assainir, soulager le cœur et donc la circulation sanguine va être beaucoup plus fluide, le cœur va se porter beaucoup plus sainement et donc les effets sur le cerveau pour créer d'éventuels accidents sont réduits. Alors, Monsieur Tobossi, il paraît que l'ail consommé cru ou l'oignon consommé cru serait bénéfique pour la circulation sanguine. Lorsque nous prenons l'ail et l'oignon, ils sont des propriétés de fluidification du sang. Et donc, là où vous avez un trouble cardiovasculaire, vous pouvez beaucoup plus consommer davantage de l'ail ou de l'oignon au repas, mais pas de l'ail et l'oignon portés au feu. C'est pourquoi certains demandent à ce que on consomme de l'ail cru les matins au réveil. Mais derrière ça, il y a le risque de lésion de l'estomac. Je propose qu'on consomme ça au moins 15 à 30 minutes avant repas. Le citron, c'est un grand détoxifiant. Et donc, le citron va permettre à l'organisme d'éliminer les toxines à travers les urines, à travers la sueur. À quoi doit-on encore faire attention lorsqu'on veut préserver son cœur toujours en parfaite santé? Les matières grasses trop transformées dans les restaurants, dans les pâtisseries, il faut faire vraiment attention. Les viennoiseries, par exemple? Oui. Les gâteaux, les viennoiseries, les bonbons. Il faut faire vraiment attention à ces genre d'aliments-là si vous voulez une santé de cœur qui va vous conduire jusqu'au 3e âge. Parce que c'est souvent à partir d'un certain âge que les problèmes de cœur commencent à s'installer. Ceux qui sont déjà victimes de ces maladies cardiovasculaires sont appelés à sensibiliser davantage la génération qui est en train de monter. C'est un comportement aussi à proscrire. Oui, la sédentarité, il faut bouger. Faites semblant de raccompagner au moins ceux qui viennent à vous au boulot. Bouger un peu. C'est un geste de galanterie, mais aussi un geste sanitaire. Ça permet de détendre les vaisseaux sanguins et de soulager aussi son cœur. C'est vrai qu'on parle d'alimentation, mais le stress aussi serait nocif à notre cœur. Il y a des hormones qui sont déchargées de par le stress, de par les soucis, et qui ont d'impact négatif sur la santé du cœur et des vaisseaux. Et donc, la gestion du stress, que ce soit au boulot, que ce soit dans nos ménages, que ce soit dans la vie d'une manière générale, ça aide aussi à une santé cardiovasculaire. Monsieur Tobossi, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que devons-nous retenir de façon sommaire tout ce que nous venons de dire? En récapitulatif, il faut réduire tout ce qui est sucre, tout ce qui est sel, tout ce qui est cube, tout ce qui est matière grasse. Il faut privilégier les fruits et les légumes. Il faut privilégier les céréales complètes. Il faut privilégier les viandes blanches et le poisson. Il faut diversifier les eaux de boisson. Eau minérale, d'accord. Par moment, eau de robinet. Et par moment, eau de source. Pareil pour les huiles. Là, ce que vous manquez dans une huile, vous rattrapez ça dans l'autre.
C'est la même chose lorsqu'on parle de la diversité alimentaire. Il faut faire d'activités physiques pour permettre à l'organisme de se décharger de certaines toxines et donc au cœur de pouvoir supporter notre poids. Voilà, ben ami ponso eji ku ehunkamebe edounti ye milena mianyambe miabe ndudu asi trotro le ndudu nti alo enumanyadu kewe minona wawa onya foku na eji ku ehunkan miahe mona ehun iji bedo ke miona be tension a miahe mona soukle sougbon le hume bedo ke miona be diabète de type 2 a mianga he mona a ronron be hunkan ba foku ele AVC mia jakwa mia he mona nene be nuwo nkewe mila otututu o mia 3 asile mia be sinunu onti eto sasabe si pompisi ku egome be si oa ne onu ya vide gbe ya anu ya vide so anu ya vide nso mi mano esile kadi klolo so yo a mizanzan chan mia 3 asile e wanchanti na nyanyambe yovonemi muje na amekewe le ji be yobe ji ku ehunkan ne no sesede wa yovonemi muje na o yovonemi mi ate sisi mi ate so dadi mi ate so wo pomade peto voa anodu yovonemia afokule me mimle gbren aglasi na mede o voa la me sembe yan mi anodu atikucheche sugbon ku amagbe ko so porante si wa mi adidi alona cube zanzan eje mi adidi alona eje zanzan mi anzan afiti mi adidi alona ahasese ye mi ajakagba ne mi anu wo kametete be nu vide ne mi anu nuwa ibese ne no mi abe ndudu me ekpenado ehunkanti ekpenado ejinti neneke ba ekpenado ahonhonti ema ayo kusable mi ma won be olo ayo kusable wa onana be ehun ame flana ebete chananyede no dila nu citron to gbalo wa ajakagba ne gakeme osogbe be ya du nuwa kengwe anui ne ngbaba kho ulcer be do le sogodo asi trotro blublu wa ne mi gbe le wo wati dokwa ela na be minate no CCD le hunka ku ji be apaji. Appello, monsieur Bonotorosi. Miatoya. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes spécialiste en hygiène alimentaire. Merci une fois encore d'être passé sur le plateau de Santé d'abord pour prodiguer encore ces précieux conseils à nos chers téléspectateurs. C'est un plaisir. Et ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera une prochaine fois pour d'autres questions santé. Merci pour votre fidélité à la télévision togolaise. Je vous retrouve mardi prochain pour d'autres questions santé. D'ici là, bonne santé à vous. Au revoir.